Voilà, Franck, Sylvie, je vous en prie. Maurice, venez, je vous propose de vous asseoir ici, si vous le voulez bien. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'avoir accepté cette proposition. Donc Maurice Lévy a cette spécificité, c'est qu'il répond lui-même à ses mails. Donc on lui envoie une proposition et puis une semaine plus tard, c'est « Allez, c'est OK ». Donc voilà, c'est parti. Alors, ce que je propose, Maurice, d'abord, avant de donner la parole, c'est de présenter nos deux challengers. Des challengers impitoyables, hein, vous le savez. Hein, on a fait une réunion téléphonique. Donc, Sylvie Joseph. Donc, Sylvie n'est pas n'importe qui pour le BG, déjà, puisque tu es la partie... On se tutoie, hein, ça fait longtemps qu'on se connaît. Pas faire comme Jamel Eni, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Il continue à vous voyer... Et donc Sylvie, avec La Poste, tu es la partenaire de la commission marketing de l'EBG. Donc c'est avec toi et avec La Poste qu'on organise toute l'année nos événements marketing. Là, tu es directrice marketing et relations clients de La Poste, mais ça change là, c'est ça? Donc je t'en prie, tu es quoi aujourd'hui? Que deviens-tu? Alors je suis pas tout à fait lost in translation, mais presque. En fait, j'intègre au 1er juillet officiellement, administrativement, la direction numérique du groupe, puisque le groupe La Poste a créé, donc il y a 9 mois, une direction digitale, une direction numérique, pour accélérer effectivement tout ce que nous avons à faire et les enjeux que nous portons dans ce domaine, et accélérer globalement notre croissance de business. Et donc je serai plus particulièrement en charge de la transformation digitale interne et des aspects de e-commerce. Très bien. Toi, Franck, on se connaît depuis longtemps, hein, quand tu étais chez PPR, tu as été le patron de Fnac Direct. Tu représentes les anglo-saxons un peu, puisque tu es directeur marketing Europe d'HSBC, c'est bien ça? HSBC, oui, absolument. L'Europe continentale, les UK étant toujours à l'intérieur ou juste à côté de l'Europe. Alors, Monsieur le Président, d'abord, il n'y a jamais de tabou avec Maurice Lévy. C'est l'avantage de vous avoir, c'est que vous parlez très librement. Et que pensez-vous de la situation économique de la France actuellement? Quelle est votre vision? Alors ici, il faut parler librement. Oui. Bon, écoutez, il suffit de lire la presse de ce matin, il suffit de regarder un peu la situation sur un certain nombre de critères importants comme l'emploi, comme les investissements, comme les fermetures d'usines. Et puis, il faut bien se rendre compte à l'évidence, ça ne va pas très bien. Quand on interroge les Français, il y a une situation qui est encore plus démoralisante parce qu'ils sont 85% à considérer que la situation va aller encore plus mal. Et ils sont 21% à croire que la solution viendra des politiques. C'est donc une situation assez désolante parce que nous avons énormément d'atouts, que nous avons des possibilités considérables et que malheureusement, nous ne plaçons pas l'argent là où il faut. Nous avons des dépenses publiques qui sont devenues exorbitantes. 57% du PIB va à la dépense publique. Je veux dire, il y a un moment où il faut que les choses s'arrêtent. On a 10 points de trop par rapport à la moyenne européenne. Il n'y a aucune chance que l'on puisse en sortir si on ne fait pas des réformes assez fondamentales. Que ce soit sur l'ensemble de l'appareil administratif, que ce soit sur la santé, sur la retraite, que ce soit sur le mode de fonctionnement de l'État et des différents organismes qui gravitent autour. Donc c'est clair que nous avons du pain sur la planche, comme on dit, et beaucoup de boulot à faire. Alors, je vais vous demander juste de rapprocher le micro de la bouche, parce que pour faire beau, ils ont mis les ancêtres de part et d'autre. Donc s'il augmente, il y a un effet d'Arsène. Enfin, il faut... oui, mais moi, je voulais parler doucement pour que, justement, les gens tendent l'oreille pour m'écouter. Donc, bon, très bien. Est-ce que c'est unique à la France ou est-ce que la France a une spécificité dans ce domaine? Vous voyagez toutes les semaines, vous êtes à l'étranger, hein? Oui. Je veux dire, j'arrive effectivement... juste là, j'étais d'abord en Israël et il y avait une conférence internationale qui est organisée tous les ans à la même époque et puis c'était en même temps l'anniversaire... Conférence présidentielle, je crois. Exactement. Et c'était l'anniversaire de Shimon Peres, donc il a tenu à ce qu'il y ait un événement un peu particulier. Et il y avait un débat autour de la nouvelle économie, du numérique, comme toujours, sous l'influence... de Yossi Vardi, qui est le père du venture capitalisme en Israël dans le domaine des startups.
Et puis après ça, j'ai été à Cannes pour voir un peu ce qui se passait. Vous avez reçu un doctorat honoris causa aussi? Ça, c'était il y a 15 jours à Tel Aviv. Et entre-temps, entre Tel Aviv et Jérusalem, j'ai eu le temps de faire un saut aux États-Unis. Donc ça va, je voyage un peu, j'ai un passeport. Alors, est-ce que la France, vous voyez une spécificité française de ce point de vue-là? Non, le problème de la France est très simple, c'est que nous savons depuis un certain nombre d'années que nous avons alourdi le fardeau qui est porté par les Français. Nous savons depuis un certain nombre d'années, et tous les politiques le savent, et quand vous discutez avec eux de manière privée, tous, sans exception, savent exactement ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que non seulement ils ne font pas ce qu'il faut faire, mais ils alourdissent la chose en considérant que les Français ne comprendraient pas la nécessité de se réformer. On sait que les 35 heures ont été une aberration, on sait que la réforme des retraites s'impose à nous et qu'on a fait un premier pas, mais qui était très largement insuffisant. On sait énormément de toutes ces choses-là. Le vrai problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est, vous connaissez le phénomène des icebergs, et vous voyez que les icebergs se détachent et ensuite s'éloignent. Et ce qui se passe, c'est que la France est en train de se détacher du nord et d'aller vers le sud. Et on voit ce phénomène depuis 2 ans et surtout depuis 1 an. Ne voyez aucune allusion politique à cela. C'est une réalité objective et il y a une tendance à aller vers le sud. On a une forte tentation du sud et le sud aujourd'hui, c'est agréable parce qu'il y a un peu plus de soleil, mais ce n'est que le soleil qui est plus agréable. Donc on a un véritable problème. Alors à côté de ça, il y a des choses extrêmement positives. Nous sommes le pays qui a le plus d'entreprises parmi les Fortune 500. Ça, c'est clair. Nous sommes, en dehors des États-Unis, celui qui réussit à placer le plus de sociétés parmi les 500 plus importantes sociétés mondiales. On fait jeu égal avec l'Allemagne et on les bat sur les services de manière assez formidable. Nous sommes beaucoup plus mieux préparés dans tout ce qui concerne les sciences, les maths, et il suffit de voir ce qui se passe à la Silicon Valley et de voir le nombre de Français qui y sont. Vous n'êtes pas très loin, d'ailleurs, de temps en temps, vous vous retrouvez pas très loin de la Silicon Valley vous-même. Oui, ben on a des bureaux là-bas, et de temps en temps, je passe devant ceux de Publicis qui sont devant le Pier 39. Ah oui, je vois que... Oui, ça c'est à San Francisco, mais on est aussi présent directement à San José, donc nous avons besoin d'être au cœur de ce qui se passe. Mais nous sommes aussi présents à Seattle. Donc on se rend compte que nous avons des atouts formidables et qu'il suffit de les jouer pour qu'on puisse gagner. Donc pour pouvoir transformer la France, il faut passer par un point encore plus bas. Il faut accepter, c'est comme une restructuration d'entreprise. On accepte d'abord de faire de la réforme qui creuse la situation pour pouvoir mieux rebondir et dépasser la ligne dans laquelle nous étions enfermés. Nous sommes actuellement dans une spirale négative. Il faut casser la spirale. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de secrets. Le président de la République l'a compris, le comprendra ou aura le courage de... Vous devriez l'inviter. Oui, on l'a invité et c'était oui jusqu'au dernier moment et finalement non. Écoutez, à mon avis, le mieux c'est de lui poser... C'est lui qui devait clore, on n'a pas de clôture à cause de lui. À 17h30, c'est lui qui devait clore. C'est bien dommage qu'il ne soit pas là. Je pense que cette assemblée mérite effectivement toutes les attentions et mérite d'être supportée par les plus hautes instances de notre pays. Donc je pense qu'il faut lui poser la question et je suis persuadé qu'il acceptera de recevoir une délégation de l'EBG. On va le faire venir, c'est lui qui va venir. Alors revenons-en au marketing et à la publicité. Comment voyez-vous le marché actuellement en France et dans les autres zones géographiques? Je ne veux pas rester sur un ton pessimiste. Il y a les dernières prévisions qui ont été publiées par Zenith Optimedia, qui est une correction négative sur 2013, où nous avions une première prévision en septembre-octobre de l'année dernière qui situait le marché à plus 4,5%. C'est tombé ensuite à 3,9%, et là, au mois de juin, c'est tombé à 3,5%. C'est donc pas très glorieux, mais dans le même temps, les prévisions pour 2014 et 2015 s'envolent.
Ces prévisions sont faites en interrogeant à peu près 2000 personnes dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est assez sérieux. Et jusqu'à présent, il y a une corrélation assez précise entre les prévisions de Zenith Optimédia, le GDP ou PIB, et puis par ailleurs les réalisations. Donc on se retrouve avec des choses qui sont assez fiables. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'essentiel de la croissance est fait par les États-Unis, un petit peu la Chine, la Russie, l'Argentine, l'Indonésie. C'est l'essentiel de la croissance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les États-Unis repartent très fort. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que malheureusement, l'Europe reste plombée et qu'à l'intérieur de l'Europe, la France souffre. Alors l'Europe reste plombée et négative de l'ordre de 2,5%. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce et l'Irlande, ce que les anglo-saxons appellent avec beaucoup de délicatesse les pigs, sont, eux, en baisse assez sensible. Et on a des baisses de 2 décimales sur l'Espagne et sur l'Italie, du marché. En ce qui concerne la France, la situation est loin d'être désespérée. Il y a un contraste, une baisse assez sensible de l'ensemble des investissements, puisqu'on sera en retrait cette année sur l'année précédente, de l'ordre de 2 à 3%, peut-être un peu plus, mais à l'intérieur, on a les médias dits analogiques qui souffrent, alors que les médias numériques continuent de progresser. Pas beaucoup, mais continuent de progresser. Alors combien les médias numériques et le digital, d'une façon générale, représentent-ils actuellement chez vos clients? Ça varie considérablement. Si vous prenez American Express, 75%. Si vous le prenez Procter, on approche les 20%. Et puis, si vous prenez des boîtes de retail comme Walmart ou Carrefour, on est à des niveaux qui sont de l'ordre de 5, 6, 7%. Donc, ça dépend formidablement par secteur. Et ça dépend aussi de la relation que l'on peut avoir avec le consommateur et de ce que l'on peut créer comme développement relationnel. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une mesure qui est la même pour tous. Et je vais revenir sur le thème que j'allais vous poser. Comment, chez vous, que représente chez vous, pour vos 2 marques, et La Poste, c'est pas une marque, c'est de nombreuses marques en fait, le marketing digital par rapport au marketing offline traditionnel? Oui, absolument. Alors, les facteurs de performance, de mesurabilité et bien sûr d'optimisation des coûts jouent clairement en faveur du digital. C'est vrai que nous avons fortement migré nos investissements médias vers le online. Au cours des 2 dernières années, on est passé d'un taux d'environ 35% de nos investissements marketing online à plus de 50%, près de 50%, on va dire, aujourd'hui. Donc c'est tout à fait significatif. Ce chiffre est mondial. Alors ce chiffre, je parle pour la France. Ensuite, c'est un peu plus contrasté. On va dire que l'Angleterre est dans les mêmes ordres de grandeur et le reste de l'Europe, selon les pays, effectivement, plus d'Europe centrale, on peut avoir des tropismes un peu différents. Mais globalement, on est sur, on va dire, un équilibre entre le online et le offline. Le online, le digital, se répartissant à peu près à part égale entre le search, l'affiliation et également le trading, le display à la performance. Le search représente combien de vos budgets digitaux? Donc c'est un tiers de, on va dire, 50%. Donc on est de l'ordre de 15 à 12%. Tu vois une progression? Ça progresse toujours, le search, ou c'est... Alors le search progresse toujours. Oui, absolument. Surtout qu'on a testé, on a eu l'occasion avec Google de tester en bêta le search retargeting et sur lequel on a des résultats assez intéressants. Pas tant... on va dire en termes de volumétrie, mais en termes également de qualification des leads, ce qui nous permet d'augmenter par exemple le nombre de demandes de visites ou de rendez-vous qui est passé de 50 à 65% après ce qu'on appelle le RLSA, Retargeting List for Search Ads, que propose Google aujourd'hui. Là, on a l'impression que la vidéo triomphe en ce moment, que les annonceurs sont fans de vidéo, et je reviendrai vers vous, Monsieur le Président, sur ce qui se passe en télé actuellement. Parce que la vidéo, c'est pas la télé, bien sûr, mais ça s'en rapproche un peu. Et est-ce que tu as, et puis après je donnerai la parole à Sylvie, est-ce que tu as cette impression?
Oui, Qui a une absolument. folie de la vidéo, voilà, disons-le. Absolument, même pour des annonceurs comme le secteur bancaire, ce qui n'est pas forcément immédiat. On vient de lancer d'ailleurs notre première chaîne de télévision sur YouTube dans le secteur bancaire. On fait un petit peu office de best practice sur YouTube, donc HSBC, user/HSBC. Et vous allez y retrouver tout le contenu, le brand content qu'on va mettre en musique. Et ça va depuis nos films de publicité, notre sponsoring, mais également des programme de brand content qu'on a développé avec la BBC, par exemple, Ladies Exchange. Sylvie, à la Poste, comment ça se passe? Alors, à la Poste, on a des angles de vue différents, puisque nous sommes, nous, à la fois annonceurs et annonceurs protéiformes, puisque nous avons des secteurs d'activité différents. Si on prend le secteur bancaire, par exemple, où le courrier et le colis, c'est un peu différent en matière d'investissement. Et nous avons également une vision du marché assez globale, puisque nous sommes nous-mêmes un acteur média, plutôt analogique, même si nous avons aussi des offres digitales de plus en plus. Donc on a plusieurs points de vue. Ce qu'on constate donc, c'est qu'il y a clairement une différence de niveau d'investissement. Le niveau d'investissement en search et display en France l'année dernière, 2012, c'était 13% en moyenne, tout secteur confondu et tout type de marché. Donc on est autour de cette moyenne-là, avec des différences effectivement plus marquées quand on est dans le B2C, ce qui est le cas de la banque, puisqu'on a une banque essentiellement de détail, que dans le B2B, qui est plutôt le métier du courrier et du colis chez nous. Et chez nos clients, c'est à peu près la même chose. On constate effectivement des différences avec le monde américain ou même les normes mondiales, où on est plutôt plus près de 20-25%. Donc on est dans la norme de marché. Et on a des vraies différences sectorielles aussi qu'on constate. Il y a des secteurs qui investissent effectivement beaucoup plus. On parlait de la banque, on peut parler des telcos, d'un secteur un peu particulier qui est le secteur public, qui aussi à la fois se dématérialise pour lui-même, pour des raisons évidentes de coût, et puis aussi pour sa propre efficacité. Chez Sylvie Andrieux, tu vas participer à la gestion des investissements high-tech que fait la Poste. Alors c'est Nathalie Andrieux. Nathalie Andrieux, oui, Voilà, Sylvie Andrieux, c'est quelqu'un. C'est la cuisine. C'est moi, Oui. mais c'est pas grave. Je comprends que ça vous intéresse. Hein. Ce sont des prénoms d'à peu près la Oui, même ma génération. sœur s'appelle Sylvie, donc. C'est pas grave. Vous en foutez, hein? Oui, ils s'en foutent. Ils sont pressés, ils attendent l'heure du repas. Donc non, c'est pas moi qui aurai ça en charge. C'est à la fois de manière en fédérant les investissements, mais en les laissant tout de même dans les métiers, puisque le but c'est pas de centraliser, hein, c'est plutôt d'organiser la décentralisation et la coopération. Et donc il s'agit en l'occurrence d'Isabelle Cambrelan, qui est juste là, donc a également rejoint la direction numérique, qui était auparavant à la DIRCOM du groupe, et qui prend en charge quelque chose de très très important, parce que ça dépasse ce concept-là. Yannick Bolloré en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, je pense qu'on y reviendra, c'est l'expérience client qui pour nous est fondamentale, d'autant que nous ne sommes pas, je crois qu'on peut le dire Isabelle, nativement un groupe qui met le client au cœur de son organisation et de son activité. Non, oui. Mais on change à toute vitesse. Alors, Je voudrais réagir là-dessus juste rapidement. En ce qui concerne le secteur financier, aux États-Unis, 50% d'investissement dans le numérique, c'est la norme. Je suis impressionné par les 50% en France parce que c'est loin d'être la norme. On est plutôt aux alentours de 30% et ça va croissant. En ce qui concerne la Poste, il y a des expériences très intéressantes que vous devriez regarder, notamment ce qui se passe au Canada, où il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont en train d'être développées, notamment dans le numérique. Et je pense que si ça vous intéresse, on peut vous passer les connexions. Là, on parlait de la vidéo. La télévision connaît un petit trou d'air actuellement. Et comment interprétez-vous ces turbulences? Alors, d'abord, la vidéo, c'est clairement ce qui gagne surtout en ce moment. Et il y a un développement considérable. Et notre entité, le Vivaki Nerve Center à Chicago, travaille énormément, et en particulier avec Facebook, pour mettre au point un format vidéo pour Facebook. Nous travaillons aussi et nous avons développé énormément d'outils, ceci en réponse à certaines questions qu'on peut se poser sur ce qu'on appelle l'Addressable TV, où nous pouvons, en particulier pour tout ce qui est le câble, envoyer le message exact que nous souhaitons envoyer à chacun des abonnés à un système de câble, en fonction de critères très précis. Donc, Addressable TV est quelque chose qui existe déjà aux États-Unis et qui est bien développé.
En ce qui concerne la télévision, il y a deux phénomènes qui sont un peu contradictoires. Le premier, c'est que la télévision est encore en train de gagner des parts de marché. Et nous voyons ça partout, sauf en France, mais partout, sur toutes les latitudes, on voit que la télévision gagne des parts de marché, va se stabiliser probablement aux alentours de 38% dans les années à venir, ce qui est assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'il gagne des parts de marché? Il y a trois phénomènes. Le premier, c'est la multiplication des chaînes, avec toutes les chaînes thématiques qui permettent de faire du targeting beaucoup plus précis. Le deuxième, c'est bien sûr tout ce qui se passe au travers de la télévision adressable et qui permet d'adresser un message de manière spécifique. C'est ce que j'ai évoqué il y a une seconde. Et le troisième phénomène, c'est tout simplement que cela fait partie maintenant d'un dispositif média très intéressant sur lequel on peut revenir et où la télévision a changé un petit peu de rôle et permet d'être intégrée dans un dispositif de manière beaucoup plus riche qu'elle ne le fut dans le passé. On va y revenir dans une seconde. En ce qui concerne la France, on est dans un trou d'air. On est dans un trou d'air pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est la multiplication des chaînes qui fait que certaines chaînes qui ont un rôle moteur ne réussissent plus à capter ni les audiences, ni les recettes qu'elles réussissaient à capter il y a encore quelque temps. Sauf sur des programmes. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire qu'en termes de média planning pur, on choisit les audiences non plus comme on le faisait dans certains bargains avec les chaînes en disant, bon, très bien, on va prendre et on vous garantit 35, 40, 50% de part de marché dans notre contrat. Et on est plutôt en train de dire, ce qui nous intéresse, c'est telle part d'audience et on va davantage s'intéresser à certains programmes de manière très spécifique et non plus à la part de marché que la chaîne peut avoir. Donc, ceci conduit à des situations un peu difficiles pour certaines chaînes et de temps en temps des opérations de dumping qui font plaisir à nos clients annonceurs et on est très content pour eux parce que tant qu'à faire, autant profiter des situations quand elles leur sont favorables. Alors venons-en au sujet qui a dominé les 4 dernières années dans le marketing digital, qui est le real-time. Au téléphone, j'avais fait quelle erreur, real-time binding, vous m'avez repris, on va pas... Et vous avez, j'ai eu honte après. Real-time bidding, évidemment, c'est des enchères. Il habite à Los Angeles. et il ne sait pas que bidding, c'est avec 2 D, et pas biding, qui est autre chose, et où il y a un N au milieu. La langue, c'est un talent qu'on a à la naissance, et malheureusement. Et alors, le real-time bidding et les ad exchange. Comment intègre-t-on ça quand on est publiciste? Et comment voyez-vous ces deux pratiques, en fait, technologiques? Alors, nous avons eu un tout petit peu de chance dans la construction de Publicis et de tout ce que nous avons fait depuis quelques années. On a été légèrement en avance sur le marché dans quasiment tout ce que nous avons fait. C'est un coup de bol, on aurait pu se tromper, puisqu'on a anticipé sur des mouvements qui auraient pu ne pas se produire. Donc, on a pris des risques importants, et certains risques étaient extrêmement coûteux, comme par exemple l'acquisition de Digitas ou la création de Vivaki ou la création d'AOD. C'était vraiment des investissements extrêmement lourds que nous avons mis en œuvre pour essayer d'obtenir les meilleures solutions pour nos clients. Alors, c'est quoi au départ? Qu'est-ce qui nous a conduit à faire ça? Premier point, c'est pas très compliqué, c'est de l'observation. Il suffisait d'observer la société et d'observer ceux qui forment la société de demain et de voir leur comportement, aussi bien avec la téléphonie mobile, les ordinateurs, que les tablettes, etc., et de comprendre très vite qu'il allait se passer un bouleversement dans la société. Ce n'était pas très compliqué à anticiper. Ensuite, ceci avait nécessairement une conséquence pour les annonceurs, et si on voulait bien servir les annonceurs, ça avait une conséquence pour nous dans notre organisation. Donc, on a été les premiers à prendre des accords avec Google, au moment donné où Google était considéré comme un foe ou un frenemy at best, et nous avons considéré que c'était un partenaire et que nous n'avions pas de risque de désintermédiation et que nous avions intérêt à travailler ensemble, qu'on le fait avec TF1 ou avec un groupe de magazines ou une radio. Donc, un partenaire, c'est un grand média mondial, et il faut travailler avec eux. Et donc, nous avons élaboré ensemble la première plateforme
display, AOD, Audience on Demand, où nous avons un certain nombre de couches qui nous ont été fournies par Google, des couches que nous avons développées en commun et des couches que nous avons développées toutes seules et que nous enrichissons régulièrement. Donc ce sont des ingénieurs de Google d'un côté et de Publicis de l'autre qui ont développé la plateforme AOD. L'intérêt, c'est que cette plateforme permet d'aller sur toutes les plateformes en même temps et de choisir les audiences en les dédupliquant et en évitant qu'on ait le même message qui arrive 17 fois chez la même personne. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. On évite, on réduit le niveau d'intrusion, on augmente le résultat et on améliore la performance. Que demander de plus? Sur le real-time bidding, ça c'est aussi quelque chose qu'on a été les premiers à initier et on l'a fait avec d'abord des gens comme Comcast et comme Hulu, et puis quand on a vu comment ça fonctionnait, on l'a déployé sur d'autres. Le grand avantage que nous avons sur un certain nombre d'acteurs, c'est que nous avons aujourd'hui plus de 50% de notre business qui est digital aux États-Unis. Et quand vous avez votre marché qui a profondément changé et que vous avez toutes vos activités qui tournent autour du numérique, nécessairement, vous êtes amené, sous la pression de vos propres collaborateurs et des clients, à vous transformer vous-même. Et c'est cela qui a été la grande chance pour notre groupe, c'est d'avoir su miser de cette façon-là. Donc, pour nous, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Alors, il y a une chose qui, en relisant un peu mes notes, il y avait quelque chose qui me fait sourire un petit peu, c'est que la première opération d'optimisation qui avait été faite en France, j'ai honte de le dire, et donc ceux qui se demandent si j'ai 150 ou 200 ans, je les rassure, j'ai 180 ans exactement. Je l'ai écrite personnellement, et l'algorithme, je l'ai écrit en 1967, donc avant 68. J'ai écrit le premier programme de recherche opérationnelle et j'ai développé le premier algorithme quand j'étais dans une agence qui s'appelait à l'époque Synergie et qui permettait sur une espèce d'ordinateur, ceux qui ont un peu de souvenirs, ils se rappellent du Gamma 30, avec des cartes perforées. Bulle. Non, Gamma 30, pardon, c'était pas les cartes perforées. Gamma 30, c'était les bandes magnétiques et c'était une machine extrêmement sophistiquée, beaucoup plus sophistiquée que ce que faisait IBM, mais incapable de fournir la base. Et nous avions déjà des systèmes de recherche opérationnelle avec la possibilité de faire des enchères. Les enchères à la télévision, comme dans les autres médias, est quelque chose qui est vieux comme le monde, hein, puisque les Américains mettent une partie très importante de leurs espaces en vente sur des enchères, et en particulier les programmes spéciaux, les programmes sur les Jeux Olympiques, etc., depuis très longtemps. Les Français l'ont fait un certain nombre de fois, ils le font régulièrement. Donc, il faut s'habituer à vivre avec ça. Et ça fait partie de notre quotidien. L'important, c'est de bien savoir où nous nous situons. Les agences, que ce soit les agences médias, les agences créatives ou les agences numériques, notre objectif, c'est de servir au mieux les intérêts de nos clients. Pour bien servir les intérêts de nos clients, nous devons être au carrefour entre le client et le média et tirer le meilleur parti de la position que nous avons pour pouvoir lui apporter les meilleures solutions au coût le moins élevé. Voilà ce que nous faisons. Alors, comment le real-time bidding et les ad exchange chez HSBC et chez La Poste, comment vous vivez ça? Ça représente quoi? Oui, alors effectivement, je disais tout à l'heure que pour nous, effectivement, le trading, c'est environ un tiers des 50% de notre budget marketing online.
et environ 40% se fait avec du real-time bidding. Donc on a des proportions assez importantes. Pour répondre à votre surprise tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une position, aujourd'hui, on est la plus petite des grandes banques en France, et donc on a pris un parti pris très fort il y a 3 ans d'aller sur le digital et le numérique, de pouvoir se permettre, bien sûr, les grands réseaux de télévision. 40% du display pour nous qui est acheté à la performance en real-time bidding. Et surtout, je crois qu'il y a une particularité qui est intéressante à souligner, c'est qu'on a attendu assez longtemps et on a challengé très longtemps notre agence média sur la possibilité de pouvoir contrôler la diffusion de nos créations. On est une banque, on est dans un secteur qui est bien sûr soumis à énormément de contraintes en termes de conformité, de sécurité, d'image. Et donc, on voulait absolument contrôler la diffusion. Et donc, on a imposé la création de whitelist. Donc, aujourd'hui, on est capable de sélectionner, pas par défaut, mais de façon proactive, les sites sur lesquels nos publicités seront achetées et les enchères courront avec nos partenaires. Donc, c'est un élément très important. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en matière d'annonceurs, enfin, les casquettes annonceurs, on est dans la moyenne du marché, donc nettement moins élevé que HSBC et Franck. En revanche, nous, on regarde d'extrêmement près ces techniques et on essaie de les transposer aussi dans le monde physique, puisque je vous rappelle que nous sommes un média avant tout physique. Et effectivement, on a un certain nombre d'expériences aujourd'hui avec des annonceurs qui tentent de traquer la logique cross-canal et notamment d'utiliser du retargeting sur du papier ou avec du papier. Alors évidemment, la connexion web-papier ou papier-web ou papier mobile. Donc il y a des choses extrêmement intéressantes d'ailleurs avec des résultats assez probants en termes d'efficacité puisque le but du jeu, c'est quand même la transaction derrière. 2 mots sur le mobile. Alors je vais mettre les pieds dans le plat. J'ai l'impression que le mobile est quand même une déception. On en a dit beaucoup de choses il y a 5-6 ans et ça ne se développe pas à la vitesse en termes de budget et en termes d'investissement. Non ? On assiste exactement à ce qui s'est passé sur Internet. Vous vous rappelez, dans les années 96-97, tout le monde disait c'est le Graal, ça va être extraordinaire, Bonanza, on va se retrouver avec un Eldorado extraordinaire. Et puis arrive 2001-2002, Bubble Burst, l'effondrement complet, et ça redémarre timidement à partir de 2006-2007. Ça a mis grosso modo 10 ans avant de retrouver sa véritable vigueur. Et surtout, ce sont ces dernières années que le numérique a acquis droit de cité. Moi, je me souviens de réunions avec les CEO d'annonceurs qui considéraient que, franchement, c'est un gadget, le site, il ne fallait pas le prendre très au sérieux, il faut le faire, bon, très bien. Et puis, ils pensaient qu'une fois qu'il l'avait fait, il n'y toucherait plus. Je voudrais bien voir ça maintenant. Donc, on se retrouve avec un système qui fonctionne complètement normalement. Et je pense qu'en ce qui concerne le mobile, on assiste au même phénomène. Ça a été très lent au démarrage. On a une accélération cette année assez forte, notamment aux États-Unis, avec des taux de progression de l'ordre de 30 à 40%. Ce n'est pas les 80% auxquels on aurait eu droit normalement, mais enfin, ça pousse assez fortement. Et je pense qu'il faut attendre encore 3 ou 4 ans avant qu'on trouve le bon niveau d'investissement et que cela fasse partie de la vie quotidienne des gens. Il faut bien voir que tous les développements de smartphones, d'où qu'ils viennent, et des tablettes, aident énormément au développement de la communication mobile. En plus, il y a énormément d'applications qui sont faites sur mesure et qui deviennent de véritables outils de communication beaucoup plus riches que la publicité au sens strict du sens, à son sens le plus strict. Maurice, qu'est-ce que tu fous là? Tu dis n'importe quoi. Bon, et voilà. Et puis, il y a tout ce qu'on fait sur les plateformes qui allient non seulement le message, mais aussi la possibilité de faire des paiements à partir du mobile. Je vous invite à regarder ce qui se passe en Afrique et dans un certain nombre de contrées où il y a peu de téléphones fixes. Et vous voyez le développement du mobile et vous voyez un peu comment est-ce que les gens l'utilisent. Et vous allez être impressionné par le développement d'un certain nombre d'outils, notamment en ce qui concerne la menu monnaie,
un certain nombre de paiements qui se font par téléphone mobile, toutes sortes de communications qui se déroulent. Regardez ce qui se passe au Ghana, regardez ce qui se passe au Nigeria ou ce qui se passe en Afrique du Sud. Je vous assure qu'ils sont plus en avance que nous sur l'utilisation du mobile. Un point quand même, il y a des plateformes du type AOD qui se développent sur le mobile. Nous sommes en train d'en développer une. Et juste pour faire une petite pause publicitaire, en ce qui concerne AOD, à ce jour, l'augmentation de nos ventes se situe au-dessus de 60%. Donc c'est dire à quel point les choses se passent bien dans ce secteur. Chez HSBC à la Poste, le mobile, ça représente un grand enjeu? Oui, chez HSBC, bien sûr. Oui, alors ça représente un grand enjeu. Il y a une grande disparité selon les géographies. Le point de Maurice Lévy à l'instant, c'est effectivement, on parle de l'Afrique, mais on sait qu'on attend que le mobile soit le premier point de contact à Internet en 2014. C'est déjà le cas dans les marchés émergents. Ça va bien sûr nous rejoindre. En Europe, par exemple, chez HSBC, là, en Turquie, on est très très fort sur le mobile. Il y a beaucoup de développement. On est très en avance sur le reste, on va dire, de l'Europe de l'Ouest. C'est loin d'être un pays émergent au sens du terme, hein, mais en tout cas c'est très important. Et puis je crois qu'il faut distinguer aussi la partie application qu'on développe, qui sont pour nous des vrais vecteurs de fidélisation. On apporte des services à valeur ajoutée, de géolocalisation, de contextualisation de l'offre, et ça effectivement ça donne aussi, c'est un support à l'image, hein, parce que nous on a besoin de véhiculer cette image d'innovation, de modernité, et ça passe par des outils en mobilité effectivement. Alors on fait aussi appel au search mobile depuis maintenant presque 1 an et demi. Et on a alors des volumes qui sont très faibles, hein, c'est 4% de l'ensemble de nos leads de prospects qui arrivent par le search mobile. 4%, c'est faible aujourd'hui, mais c'est un coût qui est environ la moitié du coût d'un lead qui vient de Notre sujet, c'est le coût des leads. Sylvie, le mobile, et puis ensuite on finira sur la dernière question qui sont les hommes. Alors, le mobile, je ne parlerai pas d'investissement parce que ce n'est pas notre enjeu, enfin pas plus que la moyenne des annonceurs, et on est aussi faible que les autres. Nous, l'enjeu, il est totalement différent. Et c'est un enjeu à la fois de proposition de services, parce que quand on a effectivement un certain nombre de services physiques, notamment autour du courrier et du colis, on a tout intérêt à en transposer un certain nombre en applications, ce que nous faisons déjà. On a une dizaine de services effectivement qui sont transposés sur le web et le mobile, et bien sûr la tablette. Donc ça, c'est un enjeu de business pour nous. Et puis ensuite, on a un deuxième enjeu qui rejoint d'ailleurs, qui est peut-être un point de vue complémentaire de la vision purement publicitaire, qui est un enjeu de relation client et qui rejoint le point des retailers, enfin des distributeurs au sens large. C'est que nous sommes nous-mêmes effectivement distributeurs par l'intermédiaire de nos bureaux de poste, de nos propres offres et éventuellement demain d'offres tierces. Et nous avons une force de frappe facteur de 85 000 facteurs et équiper à la fois nos bureaux de poste comme un certain nombre de majeurs de la distribution qui sont en train de regarder très fortement aujourd'hui avec du mobile parce que c'est un outil d'interaction physique, de proximité, de géolocalisation et instantanée, et donc une relation à la marque qui peut être extrêmement pertinente d'une part, et d'autre part équiper nos 85 000 facteurs de téléphone mobile. C'est pas juste pour qu'ils puissent téléphoner, c'est pour ça aussi, mais c'est pour faciliter les processus techniques de la tournée, mais aussi et surtout pour proposer à l'ensemble de nos clients entreprises de travailler d'une manière beaucoup plus interactive quand ils le souhaitent, la relation client au point le plus proche de la proximité physique, là pour le coup, et du mélange des deux mondes. Qui ressemble au Web to Store. Exactement. Avec votre permission, j'aimerais poser 2 questions à la salle. Est-ce que ceux qui font du search sur mobile pourraient lever le bras ou se lever? Merci. Est-ce que ceux qui cherchent des news sur mobile quotidiennement pourraient lever le bras? Voilà pourquoi le mobile marchera. Alors, dernier sujet, les hommes et l'organisation. Donc, pendant notre réunion préparatoire, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 points. Le premier point, c'est une fusion ou une confusion entre les fonctions sales et marketing. C'est-à-dire qu'on se dirige de plus en plus vers une fusion du lead et de la publicité. Hein, ce mot revient sans cesse, etc. La seconde, c'est la difficulté qu'il y a à recruter, à trouver les gens compétents dans ce secteur, jeunes ou moins jeunes, et à les garder. Voilà, il y a et tout le monde, hein, alors là, c'est pas propre aux agences, c'est tout le monde. Alors, comment voyez-vous ces 2 points? D'abord, peut-être commencer par la
la confusion. Oui, on va commencer par le premier point qui est le blurring, ce que les Américains appellent le blurring, c'est-à-dire le fait que les frontières entre les anciens métiers deviennent de plus en plus floues. Et c'est vrai que ces frontières sont floues pour énormément de raisons, et en particulier sous l'influence du numérique. Le premier flou vient entre ce qui appartient au secteur de la direction de l'informatique, donc le CIO, CTO, et la direction du marketing. Et là, on se rend compte aujourd'hui, dans énormément de discussions que nous avons et de négociations, que nous n'avons plus seulement le CMO à la table de la négociation, mais également le CIO. Et que de ce fait, on se trouve aussi de temps en temps et de plus en plus souvent avec une partie du budget qui vient du budget de l'informatique. C'est intéressant, c'est le budget IT qui nourrit un certain nombre d'applications. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui est aussi dans un autre mouvement, c'est que nous avons un autre aspect de flou dans les frontières qui est entre le marketing et les ventes. Et aujourd'hui, je vois mal comment nous ne pouvons pas aller jusqu'à la transaction. Et quand nous développons des programmes pour nos clients, le plus souvent, nous allons jusqu'à la transaction. Donc, tout à l'heure, j'évoquais un point très intéressant de mon point de vue sur l'évolution de la publicité. Et prenez le problème de l'automobile. Il fut un temps où on gardait jalousement et de manière extrêmement secrète la photo de la nouvelle voiture, on n'en parlait pas, et il y avait le reveal qui était là. De temps en temps, il y avait un teaser pendant quelques jours en affichage ou à la télévision, et le reveal se faisait en affichage et à la télévision, et les gens découvraient la nouvelle Clio, la nouvelle Peugeot, la nouvelle Volkswagen, que sais-je. Aujourd'hui, c'est très différent. On commence à construire la relation avec le consommateur et à lui expliquer ce que va être ce nouveau véhicule 1 an. Ou quand ce n'est pas 1 an, c'est 8 mois, 10 mois avant le lancement. Et donc, cette phase de reveal, et c'est pour ça que la télévision a changé aussi de rôle, n'est plus le même. Et on a construit pendant tout ce temps-là une relation au travers de Facebook, au travers d'un certain nombre de sites. On commence à les associer, ils deviennent eux-mêmes des précurseurs, et puis ensuite des prescripteurs. Et puis, quand on arrive à la télévision, ce n'est plus le même type de film, ce n'est plus à propos du reveal, mais c'est à propos d'autres éléments qui font qu'on va créer une relation un peu émotionnelle avec le produit. Et puis on va poursuivre ensuite. Et là, le numérique reprend le pas, non seulement pour créer la conversation et pour aller encore un peu plus loin, mais c'est là où on va avoir tous les ciblages, toutes les opérations de marketing conversationnel, aussi bien que de marketing d'expérience, de façon à ce que à la fin, il y ait la transaction. Et cette transaction, soit se fait sur le site du client, soit au pire, elle ne passe que par une fréquentation des sites, mais ça réduit la fréquentation des showrooms de manière considérable. Et les gens arrivent, ils ont déjà leur idée préconçue et bien arrêtée de ce qu'ils veulent, et ils se décident finalement sur la couleur et puis sur le rabais que le concessionnaire veut bien leur accorder. Voilà un changement profond, radical dans le commerce. Alors, pardon de cette petite incise, maintenant je reviens sur les hommes, parce que tout ceci a trait aussi aux hommes. Quand vous voyez que notre métier a changé de la sorte, ça veut donc dire que les hommes et les femmes dont nous avons besoin sont assez différents des profils que nous avions. Fut un temps où finalement, dans notre métier, c'était assez simple. Il nous fallait des gens avec la tête bien faite et des gens avec la tête un peu folle. La tête bien faite, ça permettait d'avoir une rationalité, soit mathématique, soit philosophique sur la stratégie à développer pour un client. La tête un peu folle, ça permettait d'aller chercher les antennes créatives et le message qu'allait créer la relation avec le consommateur, le surprendre ou l'émouvoir. Aujourd'hui, le métier est profondément différent. Et c'est ce que nous appelons à Publicis la rencontre entre TQ, IQ et EQ. Vous avez compris que le Q,
c'est pas ce que vous pensez, mais c'est quotient. Et que T, c'est technologie, I, c'est intellectual, et puis I, c'est emotional. Et c'est cette rencontre qui fait que les gens auxquels nous faisons appel aujourd'hui sont très différents et que l'intégration de tous ces programmes devient une véritable gageure. Quand je vois que des annonceurs se posent des questions sur les problèmes d'intégration, c'est qu'ils ont raison, ce n'est pas facile. C'est un travail extrêmement compliqué et difficile pour intégrer l'ensemble des programmes. Donc on a besoin de talents très différents et surtout de faire cohabiter des systèmes de rémunération très différents. Et ça, à l'intérieur d'un groupe, c'est un problème gigantesque et nous devons accepter de perdre des talents et d'avoir un taux de rotation qui, parfois, est un peu élevé. Donc nous formons des gens qui nous sont piqués par les plateformes, par les startups ou par les annonceurs. Et de plus en plus par les annonceurs, quand ce n'est pas par les publishers qui viennent chercher chez nous les talents dont ils ont besoin pour pouvoir se réformer. Voilà, rapidement, je peux élaborer si vous avez le temps de passer le déjeuner avec nous. Franck, donc pour les hommes, et Oui. puis Sylvie aussi. Les femmes aussi. Et pour les femmes. Ça, c'est Jean-Marc Ayrault dirait les femmes et les hommes. Alors, Oui, trois points pour faire rapide et avant de conclure. Je dirais d'abord, moi, ce qui m'a marqué, c'est dans votre discours par rapport au blurring des lignes et des fonctions, c'est parce qu'on remet au centre le client. Donc c'est le parcours client, c'est l'expérience client. Effectivement, elle ne s'arrête pas à une fonction, la fonction marketing, la fonction distribution, la fonction IT. Aujourd'hui, on est obligé de l'intégrer et c'est parce qu'on a cette démarche de customer centricity dans le marketing digital qu'on a ce blurring des fonctions et des lignes. Le deuxième point, c'est par rapport au fait de vous adresser au CTO, au CIO. Effectivement, aujourd'hui, dans le marketing digital, on a besoin d'ouvrir les systèmes d'information de l'entreprise à l'extérieur, de pouvoir les connecter. C'est un vrai challenge dans le secteur bancaire en particulier parce qu'on est obligé du coup de faire un Chinese wall entre une partie de site public et une partie de site sécurisé et on essaie de recoller nos prospects, nos clients quand ils sont à l'extérieur avec les données, la data que l'on a sur nos clients. Alors pour le coup, on a de grosses big data sur nos clients quand ils sont sur la partie sécurisée et on a du mal à faire le lien parce que justement on doit faire le Chinese wall. Et le troisième point, par rapport aux jeunes et aux jeunes collaborateurs de la génération Y ou C, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important pour nous, pour essayer de les motiver et de les conserver, c'est de leur proposer quelque part un peu de fil entrepreneurial. L'entrepreneuriat, c'est revenu à la mode, hein, c'est une valeur qui revient dans les valeurs actuelles. Bon, on en est tous très heureux ici dans cette assemblée. Et c'est difficile, mais on s'y efforce dans une entreprise, dans un grand groupe bancaire, pour essayer de le faire vivre et de donner des perspectives aussi plus entrepreneuriales. Sylvie, pardon. Alors, très rapidement, une boutade quand même. Le président Lévy a dit tout à l'heure qu'en 67, il avait mis au point le premier ou un des premiers modèles probabilistes opérationnels. Une très bonne année, 67. Des choses extraordinaires ont été créées en 67. Ce qui prouve que 67. la tête bien Ça a faite, précédé 68. c'est quand même essentiel et qu'il faut savoir ce qu'on cherche pour trouver. Tout ça pour dire qu'il faut quand même rester assez pragmatique. La technologie nous permet d'avoir des ressources sans limite en termes effectivement de calcul et aujourd'hui d'approche prédictive, ce qui rapproche effectivement le marketing des ventes parce que c'est plus la boule de cristal d'un côté et ceux qui engrangent le PNL de l'autre en ayant de très bonnes relations avec leurs clients. Tout ça, ça devient complètement continu, tracé et ça a été fort bien dit tout à l'heure. Alors nous, on a un enjeu effectivement de mutation et notamment des mutations des collaborateurs qui est extrêmement important puisqu'on mélange aujourd'hui déjà des profils très très différents, du profil de facteur jusqu'à des profils digitaux très, très, très élaborés. Et tout ça, il faut que ça soit dans un écosystème qui produise de la valeur, d'où l'enjeu de la transformation Et qui soit juste. en général, par le biais du digital notamment, qui est un sûr. véritable effet de levier et une opportunité pour nous. Alors, c'est moi qui ai le mot de la fin. Comme Ah non. Vous voulez pas? Non. D'abord, je voudrais dire quelque chose d'important, puisque ça concerne votre président, hein, Stéphane Richard. Vous avez évoqué le mot entrepreneur. Il se trouve qu'avec Orange, nous avons créé... oui. Oui, on n'a pas évoqué la question. Ah non, moi, j'oublie Vous rien. n'oubliez rien. Non, mais rien. J'ai faim d'oublier ce sujet. Non. Et donc, nous avons créé un fonds. On avait envisagé au début de faire un fonds
bicorporate, si j'ose dire, c'est-à-dire contrôlé complètement par nous. Et puis, en analysant bien le problème, on s'est rendu compte qu'on risquait de se trouver entraîné par nos propres structures et par la pesanteur de nos histoires pour faire des choix qui avaient plus trait à ce que nous savons et à ce dont nous avons besoin pour chacun d'entre nous, plutôt que de remplir la mission qui était celle que nous étions assignés, d'aider des startups à réussir. Et donc, on a jeté notre dévolu sur une boîte qui s'appelle Iris Capital, qui est une boîte de très grand talent, qui avait une très grande expérience dans le secteur. Et le résultat, ça a été présenté il y a une dizaine de jours, c'était vendredi, non pas dernier, mais précédent, dans un Investor Day. Et c'était extrêmement intéressant parce que nous avons reçu, en l'espace de un peu plus d'un an, 1700 dossiers, que nous avons investi près de 50 millions d'euros sur 17 dossiers et que nous avons, entre-temps, créé un fonds qui permet d'aller sur le early stage. Je dis ça parce que ce n'est pas impossible que vous soyez les uns et les autres sollicités, et donc, ou que vous soyez intéressés, ou que vous ayez envie finalement de monter votre propre boîte, parce qu'il serait quand même temps que vous le fassiez. Et dans ce cas, sachez que Iris Capital est là pour vous aider. Merci. Alors, dernier, donc c'est moi qui aurai le mot de la fin. On a un gouvernement qui nous dit qu'il faut entreprendre, qu'il faut conquérir des marchés, qu'il faut aller à l'étranger, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Moi, il y a une chose qui m'attriste et que je vois, c'est que les entreprises du CAC 40 sont de plus en plus petites. Et que pour celles quand on voit celles qui remplacent les autres, et quand on voit parmi celles qui marchent le mieux, je citerai Schneider ou ST Microelectronics, que le ministre Montebourg a cité, elles ont leur vrai siège ailleurs, en Asie. Et il y en a une qui a son siège en France, et qui conquiert des marchés, et qui innove, et qui investit. Et alors, je crois qu'on peut vous remercier et vous applaudir. Merci beaucoup. Merci.